vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et pourquoi cette chanson Parce que je suis un fan de... et que c'est l'anniversaire d'Éric Revel. C'est trop gentil, merci. Alors, faut quand même rappeler. J'ai eu un cadeau. Ah, vous avez eu un cadeau ? Le procureur m'a offert un petit beurre. Un petit. Il a été, excusez-moi, vu comme il est d'habitude, il a été hyper généreux. Ouais. Moi, je vous aurais donné une dent d'un petit beurre. Il y avait un petit beurre. En revanche, vous connaissez la musique de cette chanson est de Serge Lama et les paroles sont de Philippe Bilger inspirées de sa vie intime. C'est mauvais voir les petites femmes. Ah oui, c'est totalement plausible. Avec tout ce que je vous entends dire depuis une semaine, j'ai envie de dire oui. En tout cas, soir par hasard, j'ai retrouvé ma femme. C'est l'une des chutes de Petite Femme de Pigalle. Bon anniversaire. Merci. Ça y est, vous êtes majeur. Ça y est, c'est bien. Ça y est, c'est bien. On en parlait. Vous avez passé un cap de nos âges. Oh là, mais vous êtes jeune encore. Vous êtes jeune et beau. Et ça c'est important. Moi, je suis jeune et Eric est beau. Allez les amis, ce numéro de téléphone 0826 300 300 si vous voulez fêter un bon anniversaire avec Revel, vous êtes bien entendu attendu au standard avec Zach qui est avec nous aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, la guerre commerciale de Donald Trump se concentre désormais sur la Chine. Ne parlez pas pendant que je parle s'il vous plaît. Ses droits de douane sont tombés à 10% sur les marchandises des autres pays, mais le Made in China est désormais surtaxé à 125% aux États-Unis. Alors parlons vrai, est-ce que désormais l'Europe va devenir le nouveau marché cible pour la Chine ? À cette question, fermeture du marché américain, craignez-vous une submersion de l'Europe par les produits chinois ? Vous dites oui à 54%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, 18h40, c'est une bonne surprise pour l'Église catholique en France. Après des années de déclin, le nombre de baptêmes des jeunes adultes explose, plus 45% par rapport à l'année dernière, 10 000 baptêmes à Pâques, notamment chez les 18-25 ans. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par cette hausse des baptêmes, en particulier chez les jeunes adultes ? Et à cette question, hausse du nombre de baptisés adultes, sommes-nous dans une vague identitaire ? Vous dites oui à 67%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Daniel Digou sera avec nous, prêtre en diocèse de Paris, ancien journaliste télé. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Vous qu'on appelait l'amiral. C'est si bien qu'on se dirait un jeudi. C'est fabuleux. C'est dingue. Et pourtant, demain, vous n'allez pas travailler, Philippe. Non. Vous pourrez relire votre livre, encore une fois, auteur de Me Too Much, aux éditions Heliopol, avec Tom Conan qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tom. Bonsoir Tom. Voilà Tom, ça vous fait quoi d'être avec des gens d'âge mûr ? Moi j'aime beaucoup, moi j'ai toujours aimé, j'ai des amis moi qui pourraient être mes parents, voire mes grands-parents parfois, j'ai toujours eu de très bons rapports avec les hommes ou les femmes. Non, mais hommes ou femmes d'âge mûr, j'aime beaucoup. Mais vraiment, Tom, moi je suis à l'aise avec les très vieux et les très jeunes. Qu'est-ce que vous appelez très vieux ? Qu'est-ce que vous appelez très vieux ? Je veux dire des gens de 70, 80, même 90. 70, c'est pas très vieux, excusez-moi. Même 90, j'en ai connu de remarquables. Mais par exemple, moi, quand j'étais ado, j'étais parfois plus pote avec les parents de mes potes qu'avec les potes eux-mêmes. J'ai trouvé plus intéressant. Honorable. Oui, mais bien sûr, on discutait, mais vraiment, c'est-à-dire que je comprends. J'avais des potes qui allaient se coucher, moi je discutais avec les parents, ce qui j'ai trouvé très intéressant. Vous avez gardé cette qualité. Et voilà. En tout cas, Eric Revel est avec nous et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 22 ans. Et Arnaud est avec nous aujourd'hui, qui nous appelle de Vannes et ça n'en est pas une. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Je fais des blagues pourries, je suis désolée. Non mais c'est mon ancien métier, ça. Je peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous les réussissez toujours en début d'émission. Ça veut dire quoi ? Qu'à la fin c'est de la bouse. C'est de la bouse. Arnaud, vous vouliez réagir sur pousser un coup de gueule. Alors pousser un coup de gueule. Non, c'est un coup de cœur. Non, c'est un coup de cœur. Pourquoi vous dites un coup de gueule ? On est vendredi. Le week-end, vaut mieux avoir des coups de cœur. Vous avez raison Arnaud, on vous écoute.
Oui, les coups de cœur, vous aviez parlé déjà dans un premier temps des baptêmes. C'est intéressant de voir que on est encore en carême, et un vendredi de carême, d'apprendre que on a plus 45% de baptisés adultes et ados d'ailleurs. Donc c'est intéressant, c'est un coup de cœur qu'on peut donner aujourd'hui, quoi. Oui, absolument. Je suis d'accord, mais on en parlera. Vous avez un deuxième coup de cœur, ok. J'ai un deuxième coup de cœur plus local, plus breton, on va dire, parce que je fais partie d'une association, je suis administrateur d'une association qui met en valeur l'histoire bretonne, et en particulier la chouannerie morbihannaise. Après la Vendée, il y a eu la chouannerie morbihannaise, et donc je suis très heureux de voir qu'au fil des mois et des années, cette association qui a plus de 30 ans voit arriver des jeunes qui se passionnent pour l'histoire locale de cette période trouble, on va dire, de la Révolution française. Très bien. Quand notre ami dit ça, je me rappelle le beau film de Tavernier, Que la fête commence, où on parle de Mariel, qui est un breton qui fait la Révolution formidable. Arnaud, pour moi, ce sera galette saucisse, Quignaman et Chouchen. Oui. Ça montre et tout bien ça dans une crêpe. En même temps. Oui, en même temps, il n'y a pas de problème. Bien sûr, en mode calzone. Calzone en Bretagne. Non, mais s'il vous plaît, c'est la Bretagne italienne, vous la connaissez pas? Vous ne connaissez rien, Philippe David. Arnaud, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Je vais parler de Roselyne Bachelot. Très bien. Il a son petit côté professeur quand il dit ça. Je vais parler de Roselyne Bachelot. Je peux vous assurer que ça va mal se mettre. Allez, à tout de suite. Voilà. On avance. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du vendredi de 17h à 19h, même si le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce sont les mêmes horaires, mais là, ce sont des horaires qui vont plus vite. Enfin, on vous expliquera. Vous allez voir que ça va passer très vite. Il y a une heure de moins. Au moins, c'est simple. Il m'énerve, il m'agace. Non, mais il s'est pas compté sur. En fait, déjà, il m'agace le lundi, mais alors le vendredi, c'est fou. C'est plus agité le vendredi. Ah oui, c'est fou. En tout cas, Philippe David est avec nous. Ça, c'est pas la meilleure nouvelle de la journée. J'en attendais pas moins de vous. Avec Philippe Bilger autour de cette table, Tom Conan et Happy Birthday to you, Monsieur Eric Revel. Voilà. Thanks a lot. Thanks a lot. Quel accent. You have to practice every day language. That's the only way to improve it. Souhaiter son anniversaire comme Marilyn Monroe l'a souhaité. Mr. President. Happy Birthday to you, Mr. Revel. Oh là là. Vous le faites très bien, mais vous oubliez un ingrédient capital. Oui, on fait de la radio en même temps, on n'est pas non plus. C'est quoi l'ingrédient? C'est la jupe, évidemment. La robe. La robe sur elle. C'est la robe sur elle. Si tu veux, Philippe, je porterai une jupe juste pour toi. Qualité a mal fini. Qualité a mal fini. Oui, bon, on y va? On y va, non? Enfin, quand vous voulez. Happy birthday to you. C'est beau, remarquez. C'est pas mal. C'est beau, hein. Je crois qu'on a perdu Eric Revel. Non, mais. Appelez le. C'est quoi le SAMU? C'est quoi? Le 15. Appelez le 15 tout de suite. Je pense. Sinon, si on faisait une émission de radio, enfin je dis ça maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, là c'est une bonne idée. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et il y a des choses importantes à dire aussi du côté de l'actualité. Un petit peu. De temps en temps, il y a bien des choses à dire. Moi, par exemple, c'est plus 125% de taxes à l'arrivée en Chine pour les produits américains. L'escalade qui continue, qui dit mieux. Ces 3 courants opposés à Olivier Faure qui fusionnent au PS en vue du congrès dans 2 mois. Et puis, il y a aussi le commanditaire présumé de l'enlèvement et de la séquestration de David Ballan et de sa compagne, le cofondateur de Ledger. Ils ont été mis en examen à Paris et ils risquent très gros, évidemment. En 3 mots, escalade, fronde et commanditaire. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Dear Mr. President, thank you very much. It's an honor to have a very, very special person. I listen to Les vraies voix. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Et votre réquisitoire concerne Roselyne Bachelot qui n'a pas franchement donné dans la finesse.
En effet, le monde politique devient infiniment vulgaire. Et évidemment, on sait tous à quel point Donald Trump récemment a indiqué une horreur. Je vais être condamné à des euphémismes, dans mon point de vue du procureur. Et je trouve lamentable qu'une ancienne ministre ait éprouvé le besoin, soi-disant pour faire rire ou pour provoquer, de reprendre cette expression Donald Trump en la mettant en quelque sorte dans la bouche de Giorgia Meloni. Il y a des vulgarités qu'on n'a pas le droit d'exploiter. Je n'ose pas en parler. On peut dire qu'elle a dit que Giorgia Meloni, le 1 de Trump. Voilà. Parce que justement, vous voyez ce que je veux dire. Non. Sans flagornerie, je voudrais bien faire la distinction entre les indécences absolues. Je pense que Roselyne Bachelot en commet une, et les vraies voix, sérieusement, là où on peut parfois avoir des propos légers, légèrement grivois, mais jamais, il me semble, on est tombé dans une grossièreté aussi navrante. C'est lamentable, et je trouve que de la part d'une ancienne ministre, c'est véritablement un déclin total. Éric Revel, bonjour, l'image de la France, qu'elle était comme ministre il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tout à fait d'accord. Roselyne Bachelot, elle a pas de limite, elle les a franchies depuis longtemps. Et dans le même genre, moi, la Castafiore, dont Tintin me fait plus rire que Bachelot, que je compare à une Castafiore, mais elle n'en a pas le talent, elle n'en a pas les bijoux, et elle chante beaucoup moins bien. Après, oui, on peut dire ça. Mais après, moi, j'aime bien Roselyne Bachelot. Enfin, je la trouve plutôt sympathique. Mais elle a pas tort sur le fond. Hein, c'est quand même ça qui est le plus important. Hein. On va pas dire que la chef d'un gouvernement d'un pays ami de la France lèche les fondements du président des États-Unis. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le fond, si j'ose dire. C'est le cas de le dire, oui. Voilà. Non, mais la forme peut être complètement stupide, inappropriée, excessive, absurde, tout ce que vous voulez. Mais bon, le fond, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, moi, derrière la forme, si vous savez, je me formalise plus de ce que j'entends, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté d'écouter beaucoup de médias. Donc non, mais voilà, c'est terrible, je suis bien d'accord, mais ce qui m'intéresse, c'est le message derrière. Les personnalités publiques qui comptent, en fait. Je suis bien d'accord, non, elle compte. Et puis moi, j'ai même déjà eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques mois d'ailleurs. Elle était très, très sympathique. Il peut y avoir des dérapages, j'espère que ça en est un. J'espère que ça en est un. Mais ça n'empêche pas, ouais. Et l'idée fausse que parce que c'est l'univers médiatique, on peut tout se permettre. Non, je vois pas pourquoi le monde médiatique ne serait pas intelligemment décent. Et puis attendez, pardon, mais Tom, vous dites que Mélanie soit d'accord avec Trump, enfin, je veux dire, c'est leur problème. Il y a des idéologies qu'on devrait caricaturer et vulgariser, et d'autres pour lesquelles on devrait avoir du respect. Attendez, elle a le droit d'avoir un positionnement politique qui est proche de celui de Trump, hein, Mélanie, sans se faire insulter pour autant. Enfin, oui, d'accord. Enfin, bon, c'est quand même pas n'importe lequel, le positionnement de Trump actuellement. C'est lequel c'est un positionnement qui est crypto-fasciste, qui est fascisant. Pardon, mais si. Ça correspond en termes de catégorie politique, c'est quand même ça. Mais pas fasciste du tout. C'est pour ça que j'ai dit crypto-fasciste. Tout le monde a le droit de la parole, chacun peut penser ce qu'il veut. Dommage, ça. Je sais. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont escalade, fronde et commanditaire. La riposte à la riposte. La Chine annonce porter à son tour ses taxes sur les produits américains à 125%, en attendant peut-être une nouvelle surenchère de Washington. La fronde contre Olivier Faure s'organise au Parti Socialiste. 3 courants opposés au premier secrétaire annoncent fusionner à 2 mois du Congrès. Et puis le commanditaire présumé de l'enlèvement de David Ballan, mis en examen à Paris. Le cofondateur de Ledger et son épouse avaient été enlevés avec demande de rançon. Les preneurs d'otages avaient même coupé un doigt, souvenez-vous, du trentenaire. Les vraies voix Sud Radio. 125%, la Chine relève à son tour les droits de douane sur les produits américains dans une logique de réciprocité. Nouvelle escalade, l'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international, affirme la commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État chinois. Pendant ce temps, en Europe, on reste sur le qui-vive. La présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, se dit prête à intervenir en cas de menace sur la stabilité financière de la zone euro. Face à des enjeux d'une telle gravité, rassurez-vous, François Bayrou était aujourd'hui à la foire internationale au fromage et au vin de Coulommiers. L'occasion de manger, de boire un coup, et puis oui, tout de même d'évoquer quand même cette situation internationale tendue. Quand le président des États-Unis ajoute des taxes, c'est un tremblement de terre. Mais quand le président des États-Unis, 48 heures après, supprime des taxes, c'est encore un tremblement de terre. Surtout que, sans qu'on s'en aperçoive, ayant agité le spectre de taxes très très fortes
Il dit je les baisse, mais il laisse quand même des taxes qui sont aujourd'hui 3 fois plus importantes que ce qu'elles étaient avant. Et l'idée que l'un pourrait être remplacé par l'autre, les États-Unis par la Chine, est une idée terriblement dangereuse aussi parce que la Chine joue sa carte et sa carte c'est de remplacer dans le monde agricole et dans le monde industriel tous les producteurs européens. Voilà, François Bayrou à Coulommiers, certainement adepte du même geste que Philippe David en soutien aux vignerons, à savoir lever le coude. Oui, ça s'appelle le patriotisme économique, cher ami. Deuxième mot, fronde. 3 courants d'opposition à Olivier Faure fusionnent contre le premier secrétaire sortant. Fusion en vue de ce rituel démocratique du PS dans 2 mois, le Congrès. Oh, excusez-moi, j'ai rajeuni de 50 ans là. C'est quoi ça? Là-bas, si je me dis, attaquez, sinon au lion. Oui, on aurait pu ajouter à ces gauloiseries des sons du qui c'est qui l'a dit, des vraies voix, pour pas faire l'ambiance en plus de ce vieil hymne socialiste. Congrès à l'occasion duquel 3 courants du PS opposés à Olivier Faure vont donc fusionner. Les maires de Rouen et de Vaux-en-Velin, Nicolas Meyer-Rossignol et Hélène Geoffroy vont faire contribution commune avec Philippe Brun, le député PS, qui se montrait effectivement assez critique envers la direction sortante il y a quelques semaines sur Sud Radio. Et c'est un parti qui aujourd'hui est dépourvu finalement d'une véritable ligne politique. On n'arrive pas trop à identifier. Ça a été le quinquennat Hollande avant. On navigue à vue. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve une identité. Il faut que maintenant, on s'attaque très fermement à ce qu'on raconte aux ouvriers et aux employés qui ne votent plus pour nous. La gauche, on a été inventé pour servir des intérêts de classe, pour servir les ouvriers et les employés. On est le parti socialiste et le parti des ouvriers et des employés. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés, ils votent Front National ou ils s'abstiennent. Bon, donc aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils votent à gauche et qu'on retrouve ces gens-là pour lesquels nous avons été inventés. Si la gauche, elle perd les ouvriers et les employés, alors la gauche, elle disparaît parce qu'elle ne sert plus à rien. Philippe Brun du PS au micro de Jean-Jacques Bourdin, il va donc attaquer ce 81e congrès du PS avec Nicolas Meyer-Rossignol, soutenu notamment par Carole Delga, et puis avec Hélène Geoffroy qui rassemble beaucoup d'anciens proches de François Hollande, réunis autour de la maire de Vaux-en-Velin. Tout ce beau monde donc qui espère renverser la direction sortante d'Olivier Faure. Ça commence à devenir dangereux là pour Olivier Faure qui prenait apparemment ce qui se passait avec philosophie, mais là ça commence à être très intéressant. Faire un petit trait d'humour, c'est mon anniversaire, vous me pardonnerez. C'est pour Monsieur Conan. Le PS, à force de lécher le de LFI, est devenu islamo-gauchiste. Alors, moi, je trouve que mais c'est bien, Eric. Voilà. C'est bien. Alors, moi, il y a les crypto-fascistes et il y a les islamo-gauchistes. Oui. Et non, mais moi, j'aime bien les propos qui ont été passés. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez lucide effectivement sur la situation de la gauche actuellement. C'est-à-dire que le débat doit être recentré, pas uniquement sur les questions sociétales, comme on dit, qui sont évidemment importantes, mais les questions sociales, les rapports de classe, les rapports de force qui existent dans la société, ça reste quand même une sorte d'invariant économique et historique. Donc, c'est très important, c'est très intéressant de se positionner sur cette ligne de crête. En tout cas, ça sent la dissension quand même. Hein. Oui. Non, et puis vraiment ceux qui n'aiment pas Olivier Faure, il est où là pendant ce temps-là François Hollande, il n'en parle pas, mais il doit être quelque part. Oui, donc du coup, il va se retrouver avec Philippe Brun qu'on entendait. C'est vrai que c'est ça qui est amusant d'ailleurs. On entend Philippe Brun parler de servir des intérêts de classe, donc des propos très à gauche, mais il se retrouve avec les proches de François Hollande en vue de ce congrès. C'est quand même une union assez large des gens qui sont opposés à Olivier Faure. Mais vous êtes sûr, Félix, que François Hollande est avec Brun ? Ah ben, à l'issue de cette fusion, les Hollandais, entre guillemets, vont se retrouver notamment avec Philippe Brun. Les amis. Troisième mot, le commanditaire présumé de l'enlèvement du cofondateur de Ledger a été mis en examen à Paris. Oui, coup d'accélérateur dans les investigations sur cet enlèvement. En janvier, le cofondateur d'une société spécialisée dans les crypto-actifs, Ledger, et son épouse avaient été séquestrés avec demande de rançon. Le commanditaire et sa compagne sont donc mis en examen aujourd'hui à Paris pour des chefs d'inculpation qui sont passibles de la réclusion à perpétuité. Lors de l'enlèvement du couple, pour mémoire, l'alerte avait été donnée par l'associé cofondateur de Ledger, Éric Larchevêque, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de son jeune associé. Ils avaient pu être libérés tout de même à l'issue d'une opération policière très tendue et délicate. Merci. Non, pas encore. On n'a pas les noms. On a dit oui, en revanche. Si on n'a pas des noms, mais on a dit oui. Ça m'aurait intéressé de savoir le nom de... Ah bah tout le monde aimerait bien savoir, ça c'est sûr. Je pensais que Félix le connaissait. Merci beaucoup Félix, Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour avec cette guerre commerciale ciblée qui finalement Trump baisse les taxes pour le monde et puis impose 125% de droits de douane au Made in China. Alors parlons vrai. Est-ce que l'Europe va devenir le nouveau marché cible pour l'industrie chinoise? Et à cette question,
Fermeture du marché américain, craignez-vous une submersion de l'Europe par les produits chinois? Vous dites oui à 54%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est Zach, bien entendu, qui vous attend au standard. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table pour cette fin de semaine, sous le soleil, encore, et tant mieux, ça va pas durer, avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger est avec nous, Eric Revel, Tom Conan. Et nous avons visiblement un anniversaire à fêter, et il s'est passé quelque chose, écoutez. Hello, it's Donald. Today is Monday special, it's your birthday. Your friends asked me to wish you a happy birthday, so happy birthday, my friends. Donald Trump qui vous souhaite un bon anniversaire. Depuis qu'il a écrit à Bilger, il est abonné aux vraies voix. Il adore aussi le radio. Je m'attendais à ce qu'il prononce mon nom, mais il l'a pas. Non. Bon, je remercie le président des États-Unis. Parce qu'il n'arrivait pas à le dire. Même si évidemment c'est un crypto-fasciste, donc je devrais pas être valorisé par le fait qu'un crypto-bacho. Vous pouvez le reprendre sur la langue de Shakespeare comme Bilger ou pas? Thanks a lot, Mr. President, for your wish. I'm very glad. Glad, c'était bien. Amérique glad. Et voilà. Moi, je dis que à Philippe Bilger, à la diplomatie américaine, on fait un carton. Voilà. C'est-à-dire que. Happy, ouais. Happy Meal. Happy Meal, c'est les retours à l'enfance. En tout cas, bon anniversaire, Eric Revel. Merci. Non, mais attendez, là, je suis confus, là. Bah, vous êtes confus de quoi? Parce que c'est trop gentil. Enfin, vous êtes censé faire une émission et depuis le début, on me souhaite mon anniversaire. Bah, c'est normal. Parce que vous le valez bien. Oui. On verra quand ce sera le nôtre. J'espère que vous y penserez. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Je vais tout chercher là maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. My fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. The United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. La guerre commerciale de Donald Trump se concentre désormais sur la Chine. Le Made in China est désormais surtaxé de 125% aux États-Unis. Alors parlons vrai. Est-ce qu'en cas d'offensive chinoise sur l'Europe pour faire tourner leurs usines qui ne tourneront plus pour les États-Unis, cela risquerait d'être le coup fatal pour les industries européennes? Et à cette question, fermeture du marché américain, craignez-vous une submersion de l'Europe par les produits chinois? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On peut dire, Philippe Bilger, que là, le chiffre de autant de 125%, là, je dois dire qu'on n'imaginait pas ça aujourd'hui. D'abord, à la question de Sud Radio, j'ai envie de faire une réponse peut-être de profane en disant attendons, il y a tant de changements chaque jour qu'il est peut-être difficile de formuler une interrogation sur le futur du commerce et de la finance chinoise. Deuxième élément, comme quelqu'un qui ne maîtrise pas aussi bien ces phénomènes, et je le dis sans ironie, qu'Éric Revel, j'ai eu l'impression depuis quelques jours d'un immense jeu de massacre, d'une espèce de monopoly mondial où, avec un animateur parfois délirant, on avait l'impression qu'on n'était plus dans un monde sérieux. Et puis j'ai écouté des analystes, eux pertinents, qui m'ont dit mais au contraire, il y a un dessin très clair et très cohérent de la part de Donald Trump et tout ça ne relève pas d'un jeu. Et donc j'en suis là et ça devient très inquiétant de la part, en effet, de Donald Trump et peut-être de la Chine qui n'est pas prête à se laisser faire. Eric Revel, j'allais dire Donald Trump.
Écoutez, oui, non, le risque, il est évident. C'est-à-dire que dès l'instant où les droits de douane imposés par les Américains aux produits chinois vont atteindre les niveaux, s'ils sont mis en application, hein, parce que je pense que là, ils ont atteint un tel niveau qu'en fait, ça veut plus dire grand-chose. Donc, je pense qu'il y aura une négo à un moment donné entre le président chinois et Donald Trump. Bon, mais admettons qu'il reste sur ces droits de douane. C'est taxé à 125% aussi pour les États-Unis. S'il reste à ce niveau de droits de douane, évidemment, pas que les produits chinois, les produits asiatiques en général vont venir submerger l'Europe dans pratiquement tous les secteurs, hein, dans pratiquement tous les secteurs, de la pièce automobile aux composants, voire même des produits agricoles en fait, même voire des produits agricoles. Donc il y a un vrai sujet. D'ailleurs, est-ce que l'Union européenne, pour une fois, pourrait pas mettre en place des barrières tarifaires aussi pour empêcher ces produits asiatiques? Parce que c'est contraire à la religion et aux dogmes de la Commission européenne. C'est pour ça que le jour de mon anniversaire, je faisais un rêve, si vous voulez. Je me disais, est-ce que pour une fois, l'Europe pourrait pas protéger les nations qui en font partie? Parce que derrière, là on dit les produits chinois vont submerger le continent européen, mais derrière, ça veut dire que vous allez avoir des PME, des TPE, pas qu'en France, qui vont être mises en faillite parce qu'elles ne seront plus concurrentielles. Elles ne pourront plus écouler leurs propres produits. Donc là, il y a un sujet majeur. Alors, Philippe Bilger parlait d'une stratégie cohérente de Donald Trump. Alors, j'ai lu plusieurs choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une vraie bagarre depuis le début sur cette question de commerce entre Peter Navarro, qui est le représentant du commerce de Donald Trump, et disons des gens comme Stephen Miran ou le secrétaire d'État au Trésor, qui sont eux plutôt pour la négo. Si vous voulez, c'est un peu comme la guerre en Irak. Vous vous souvenez, il y avait les faucons qui étaient des pro-guerre autour de Bush, et puis il y avait les colombes. Et bien là, de la même manière, sur cette question-là, vous avez les faucons de la barrière douanière et les colombes de la négociation. Et suivant, c'est pour ça que j'aimerais bien trouver une stratégie à Donald Trump, mais suivant les jours et suivant les négociations en cours, c'est les faucons ou les colombes qui gagnent, ce qui fait que les marchés boursiers, c'est important pour les Américains qui mettent beaucoup d'économies, un coup ils montent, un coup ils baissent. Moi je pense que ce qui est important, c'est bien dissocier dans l'esprit des gens, parce que le terme de guerre commerciale est utilisé par tous les médias depuis plusieurs semaines, sans qu'on définisse ce que c'est exactement. C'est plus un terme journalistique qu'un terme scientifique en réalité, ça veut rien dire en soi, la guerre commerciale. Le protectionnisme, en revanche, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, ce que fait Donald Trump, c'est pas du protectionnisme intelligent, comme ça serait pertinent de le faire aux frontières de l'Europe, ça a été un peu suggéré à l'instant. Aux frontières de l'Europe, effectivement, ça serait pertinent. Plein de gens, évidemment, le militent pour ça, à gauche, mais pas seulement d'ailleurs, chez les écologistes de manière générale, depuis pas mal de temps, pour qu'il y ait effectivement des niveaux de standards sociaux, écologiques qui soient respectés, qu'on n'importe pas, évidemment, des produits qui soient traités de la même manière lorsqu'ils ont été conçus par des enfants, lorsqu'ils respectent aucune norme sanitaire, environnementale, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait pertinent, mais ça ne correspond pas du tout à ce que fait Trump aux États-Unis, parce que là, il s'attaque évidemment de manière indifférenciée à l'ensemble des pays avec qui les États-Unis commercent, ce qui va d'ailleurs créer de l'inflation pour les Américains, parce qu'ils vont continuer à apporter des produits qui viennent de l'étranger, donc ça va évidemment créer de l'inflation à un niveau plus ou moins élevé selon le niveau des droits de douane. Surtout, ça déstabilise l'ordre mondial au niveau commercial. Donc ça démontre une nouvelle fois cette logique impérialiste et extrêmement brutale du président américain. Vous excluez, pardon, une seconde, Eric, vous excluez le fait que Donald Trump, pour faire plaisir à certains amis, ait pu commettre des... Non, j'exclus pas, des délits d'initiés. Oui, non, alors moi je pense pas que j'ose pas imaginer un seul instant que le président des États-Unis soit livré à des délits d'initiés. En revanche, ce qui est possible, c'est que quelques heures avant de prendre sa décision entre les faucons de la barrière tarifaire et les colombes de la négociation, il est dans une réunion, dit qu'il allait plutôt proposer ça. Et là, évidemment, ceux qui sont dans cette réunion et qui ont cette information peuvent s'en servir pour acheter ou pour vendre des actions. Et là, ça s'appelle des initiés. Mais s'il y a une stratégie, alors j'essaie d'en trouver une, il y en a une au moins, qu'on peut imaginer, c'est que en réalité, il est en train de. C'est pas un joueur d'échecs, Donald Trump. C'est un négociateur. C'est plus un négociateur qu'un homme politique. Donc en fait, il joue pas aux échecs. Il renverse le jeu d'échecs pour dire maintenant, voici les pièces avec lesquelles on va jouer. C'est très différent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout le système qu'on a connu pendant des années, qui est né après les accords de Bretton Woods, qui ont donné naissance au FMI, à la Banque mondiale, puis à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui normalement, dans ses capacités, doit gérer ces problèmes et rappeler à l'ordre les États qui dépassent les bornes, et c'est le cas pour les États-Unis. Bien, toutes ces organisations internationales, à mon avis, sont en train de
disparaître. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a eu une mondialisation économique qu'on nous avait décrite comme heureuse et qui s'est traduite aux États-Unis comme en France par une désindustrialisation massive. Donc je pense que le système qui va naître derrière, et ça fera pas plaisir à monsieur Conan, c'est qu'en réalité, on va passer d'une mondialisation qui n'était pas du tout heureuse, qui était destructrice d'entreprises, de secteurs industriels, à un système beaucoup plus libéral où les nations, si elles ne sont pas englobées et enquistées dans un espace européen, vont défendre leurs propres intérêts. Souvenez du mot de Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont des intérêts. Voilà. Je pense qu'on arrive dans ce monde-là, qui va être un monde beaucoup plus sauvage et difficile que celui qu'on a connu. Mais je voudrais poser une question. Quand on voit que Trump, en 10 secondes, il dit 93%, 30%, l'Europe est incapable de faire quoi que ce soit parce que l'Allemagne, la commissaire allemande, la présidente défend les intérêts allemands avant tout, etc. Est-ce que si c'est nous qui décidions pour nous-mêmes, on pourrait pas riposter pied à pied et qu'on serait beaucoup plus efficace? Mais là, c'est pas politiquement correct à demander. Hein. Mais là, l'Europe a quand même une carte à jouer et c'est quand même ce qu'elle essaye de faire depuis quelques semaines. Elle la joue pas si mal, effectivement, je trouve, parce qu'elle impose un peu sa propre voix. C'est quand même un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs qu'il faut pas mépriser. D'ailleurs, Trump s'en rend compte. Et donc, je pense que c'est aussi le moment d'imposer un modèle qui soit évidemment pas le modèle américain, qui soit différent, mais qui soit également puissant. Allez, 0826 300 300 avec Arnaud qui est avec nous. La réaction, Arnaud? Oui, bonsoir. Écoutez, oui, je suis tout à fait l'analyse d'Éric Revel, auquel je souhaite un bon anniversaire d'ailleurs. Oh, c'est trop gentil, Arnaud. Vous êtes le premier, j'oublierai pas. Hein. Mais effectivement, nous ici à Vannes, on a déjà des problèmes avec Michelin, parce que voilà, la globalisation fait qu'on a des licenciements à tire-larigot, et en plus on est gouverné par un globaliste, donc ça va très très mal pour nous. Alors que Trump, lui, raisonne en défendant America First, quoi. Donc nous, c'est pas du tout France d'abord. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai quand même que... moi j'ai une question à vous poser, Éric Revel. Est-ce que ça veut dire que là, les patrons du CAC 40 naviguent à vue ? Si vous voulez, ils sont dans une incertitude totale. Parce que entre les appels du pied de Trump pour que des groupes étrangers viennent investir aux États-Unis, bénéficient d'une énergie pas chère qui s'appelle le gaz de schiste, bénéficient de ce qu'on appelait l'Inflation Reduction Act qui avait été mis en place par Biden, qui sont des subventions colossales aux groupes étrangers qui viennent aux USA. En fait, Arnaud a raison. Au moins, on peut pas dire que Trump nous a trompés. Il a dit l'Amérique d'abord. Donc en fait, son but, c'est de réindustrialiser l'Amérique. Je vous rappelle que l'histoire de droits de douane, il le fait pas juste pour déstabiliser le monde entier. Il le fait parce qu'il veut des recettes pour baisser le niveau d'impôt des Américains. America First, deuxièmement. Donc en fait, s'il arrive à faire ça, si l'Europe ne réagit pas, on va être siphonné de ce qui nous reste. Mais où je trouve que l'Europe a pas si mal réagi, et Dieu sait que je ne défends pas Madame von der Leyen, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, et qu'elle ne sera jamais, c'est-à-dire quelqu'un d'élu par nos suffrages. Mais où l'Europe s'est pas trop mal débrouillée, c'est qu'en fait, et c'est un peu à la suite de son plein gré, comme ils ont mis beaucoup de temps à réagir, parce qu'à 27 c'est compliqué de se mettre d'accord, comme ils ont mis du temps pour réagir, en fait ils ont donné l'impression à Trump qu'il ne répondait pas à sa provocation. Du coup, Trump hier soir a dit... L'Europe, alors il a dit, c'était dur à cuire, ce qu'il dit tough comme un chemin, mais Trump a dit, l'Europe est très intelligente. L'Europe a réagi de manière très intelligente en ne prenant pas de sanctions immédiates. Et je rappelle que la pire des sanctions que pourrait prendre l'Europe, c'est pas d'augmenter les tarifs douanier, c'est de mettre en place ce qu'on appelle son règlement anti-coercition, qui interdirait aux fonds américains, aux banques américaines d'investir en France, et qui interdirait aux groupes américains, c'est dans la législation européenne, de répondre à des appels d'offres publics en Europe. Et ça, mais on l'a pas dégainé, parce qu'on a pris du temps comme d'habitude, parce qu'on est d'accord sur rien. Et du coup, cette mise en patience, cette attente, s'est traduite par Trump en disant, au moins vous n'avez pas réagi bêtement, vous n'avez pas réagi rapidement, vous avez été sage, donc vous êtes intelligent. Voilà. Et on s'en tire plutôt bien, parce qu'on était parti sur 20%, on est à 10% maintenant. Mais au cas où on l'aurait quand même oublié, ça montre quand même très précisément cette phase actuelle, que le nationalisme, c'est la guerre. Enfin, je veux dire, plein de gens l'ont dit. Ça, c'est François Mitterrand qui l'avait dit en 95. Mais pas seulement, il y a même chez Michel Foucault, il y a plein de choses qui comparent le nationalisme et la guerre. Mais effectivement, là, on est vraiment exactement dans ce moment-là. Pour ceux qui seraient tentés en France, par exemple, d'avoir ce type d'attitude et de politique, je pense que ça peut vraiment les dissuader. Ce serait peut-être une bonne chose. Non, je rappelle quand
quand même que François Mitterrand avait dit aussi, les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Et d'ailleurs, en parlant de pacifistes, alors que la guerre bruisse à tous les niveaux, défense européenne, des canons en Ukraine, il n'y a plus aucun mouvement pacifiste. Vous avez remarqué ? Il n'y a plus personne. Comme si tout le monde, vous voyez, on avait basculé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, c'est très juste. Il y a plus de mouvement pacifiste. Eric, vous qui êtes économiste de formation, il n'y a pas une question qu'on n'a pas posée. C'est le problème il est économiste tout court, hein. Pas que de formation. Non, économiste, il a fait une formation. Il a peut-être un diplôme qui s'appelle économiste de formation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui va se poser sur la parité euro-yuan, notamment sur l'agressivité des produits chinois, parce que l'euro est par exemple surévalué pour des pays comme la France? Oui, alors vous avez raison. Il y a aussi ce qu'on appelle les règles de parité monétaire. Alors c'est pardon, je vais être un tout petit peu technique. Allez-y. Je crois que c'est 1985 ce qu'on a appelé les accords de Plaza, qui est en fait un accord entre les différentes devises. C'est-à-dire que quand votre devise se déprécie trop, vous devez demander à votre banque centrale d'agir pour que votre devise remonte. Mais en fait, Trump, il est en train aussi de balayer tout ça. Je vous parlais des institutions de Bretton Woods, mais ces accords-là, il est en train. Moi, j'ai envie de dire, il est en train de signer avec lui-même les accords de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, oui. Le nom de son golfe. Oui. En fait, c'est ça qu'il est en train de mettre en place tout seul. C'est-à-dire que les accords internationaux, j'ai l'impression qu'il s'assoit dessus. Et en fait, sans être trop ironique, en fait, il signe avec lui-même, quand il signe des décrets dans son bureau, là où il a son golfe, ou là où il a son golfe, en fait, il est en train de mettre en place ces accords. Et vous avez raison, la question des parités des monnaies va devenir déterminante. Et on peut se demander aussi si Trump n'est pas en train de volontairement de faire déprécier le dollar, parce que en réalité, le meilleur avantage comparatif quand vous devez exporter, c'est la dévaluation. C'est une dévaluation compétitive qui vous redonne des marges de manœuvre. Et l'autre point aussi, c'est que l'inflation qui va probablement être créée va effacer aussi une partie de l'énorme dette américaine. Merci en tout cas, merci messieurs. Arnaud, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec un moment de détente absolue. C'est le qui c'est qui l'a dit, enfin ça dépend par quel bout on le prend. Who said what, who said who. Voilà, exactement. Who said who, who said what. Et on fait une petite pause et on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 18h, 19 oui, 19. D'accord. Vous préférez 19 jusqu'à 19. Moi je vous proposais 17, mais bon, de toute façon c'est déjà passé, donc ce sera 19. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et faites tourner les paillettes, la boule à facettes, tout ça. Tourner les serviettes comme oui, des petites pour l'anniversaire d'Éric Revel. Oh non, Cécile, vous êtes mignonne, mais alors là, non, mais je crois qu'on me l'a jamais autant fêté. Mais pourquoi ? Ah ben ça, je sais pas pourquoi on me le fête autant. Les gens cette sont année. méchants parce avec que vous. ça C'est nous peut-être paraît mon dernier anniversaire, je le sais pas mais encore. mais n'importe quoi. Mais on fait ça à chaque fois, nous, avec nos vraies voix. Oui. Bah ouais. Ah oui. Ah quand ce sera fait les Cécile, ça va être fabuleux. Ah bon, on va en parler que de moi. Je vous le dis tout de suite. Pas un petit beurre, monsieur le procureur. J'amènerai le paquet. Une petite oreille. Ah la méchanceté. Allez tout de suite, mon cher Arnaud, c'est à vous de lancer le jingle du qui c'est qui l'a dit. C'est pas beaucoup d'informations, mais je sais pas. Allez-y, lancez-le. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, question qui c'est qui l'a dit. L'industrie européenne est en train de crever sur place à cause de la concurrence déloyale. Arnaud. Langochard. Non, pas Bardella. Non, il est petit. Presque. Petit, il est grand, donc. Les députés RN. Ah oui. Bonne réponse. Non, mais c'est indéniable. Donc vous avez dit la verdure, vous. Ne trichez pas, monsieur le procureur. Non, mais... Qui c'est qui l'a dit? Arnaud. Ceux qui disent que la charia doit être au-dessus des lois de la République, ils doivent être punis par la loi. Mais c'est anecdotique. Arnaud. Ah bon? Notre Premier ministre? Non. Olivier Faure? Non. Panot? Non. De gauche? Oui. Rousseau? Il s'est fait mettre de côté.
Alexis Corbière. C'est Ah non. Et il a... J'ai dit Alexis Corbière. Ah non, alors là, je suis pas d'accord. Non, c'est Philippe. Ah non. Mais si, non, mais c'est lamentable. Mais Sur les enfants, calmez-vous. Moi, je vais venir tous les jours aussi, et vous n'aurez plus le parti pris, monsieur le procureur. Il y en a deux scandaleux. Vous êtes un homme de loi. Il y a 2 tricheurs ici. Oui, il y en a un trop ce soir. Calmez-vous les enfants. Vous savez de qui je vous prierai de ne pas mal parler de Cécile. J'ai dit, il y a 2 tricheurs ici. C'est l'intégrité absolue. Absolue. Bien raison, Philippe. Moi, j'ai dit le complet. J'ai dit Alexis Corbière. Oui, moi, je pense qu'avec l'anniversaire d'Eric, on peut lui donner des points. Bon, je vous rendrai votre petit beurre tout à l'heure. Allez, question. Qui c'est qui l'a dit? Arnaud, écoutez bien, sur les droits de douane. On a évité l'arrêt cardiaque, mais on est toujours sur la pente de la récession. Alors, il a été homme politique pendant longtemps. Il a même été ministre. Aujourd'hui, il est chroniqueur de télévision. Et il était à l'économie. Oui. Non. Madelin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Alain Madelin. Regardez cette tête de bulldog. Non, ça, j'y crois pas à seul instant. Il y a encore une combi. Il est chroniqueur maintenant. Il y a encore une Oui, combi. bien sûr. Ouais. Qui c'est étonné. Croc avec un C. Oui, bien sûr. Qui c'est qui l'a dit sur le Mercosur? Hier, ce projet d'accord était mauvais. Il n'est pas devenu bon par la grâce de la hausse des tarifs douaniers décidée par Donald Trump. Arnaud. C'est une ministre. Très concernée. Qui aime la saucisse? Dati? Non. Ah non. Oui. Je sais. Facile, le Mercosur, c'est sur quoi? C'est sur les accords de libre-échange. C'est sur quelle filière? L'Amérique du Sud, la nourriture, l'agriculture. Genevard, bonne raison. Ça compte pas. Ah bah si, ça compte. Parce que vous connaissez le prénom de Madame Genevard? Vous l'avez pas donné. Connaissez le prénom de Madame Genevard? Annie. Oui. Ah bah oui, mais moi tout à l'heure j'ai dit Alix Corbière, rien. Oui. 6 partout, balle au centre. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur Marine Le Pen et la justice. Ça me fait penser un peu à Trump qui appelait à l'assaut du Capitole. Quelque part, c'est une attitude qui m'inquiète. Ah oui, ça je le... Xavier Bertrand. Non. Autain? Non, je regrette. Non, il a dit ça il y a 15 jours. Il a dit ça il y a une semaine. Peut-être. Non, il a dit ça il y a une semaine. Ça a été dit par quelqu'un d'autre. Vous prenez des propos qui datent de 8 jours. Non, celui-là, il date de ce matin. Sur une radio concurrente. Cécile, c'est très mal fait ce qu'elle a proposé. Mais moi, je ne le supporte plus, Philippe. Vous savez. Facile, il est maire de grande ville. Ouais. Et il voit à l'horizon. Du Sud. Ah, Philippe. Non. Du Sud. Du Sud. Port-de-Lier, là. Non. Tourdelier. Non, pas Tourdelier. Lisnard. Non, pas Lisnard. Non, bah, c'est pas très loin. Mais le gars... Bonne réponse, c'est fini. C'est fini, mais c'est pas possible. Elle est mal. Je l'avais depuis. Elle est mal posée, c'est vrai. Je l'avais depuis le début, monsieur le procureur. Je vous ai laissé venir. Qui peut avoir au dernier moment de poser un propos qui a été dit il y a une semaine. Et mais justement, c'est inquiétant. Si Estrosi a comme source d'inspiration Xavier Bertrand, je me pose des questions. Allez, les enfants, Arnaud est avec nous. Arnaud, je suis désolé, c'est quoi les points finalement? Bah écoutez, sur le fil, Éric Revel gagne avec 9 points devant Philippe Bilger, 6 points. Merci, c'est mon anniversaire. Tom et Arnaud, merci, monsieur le procureur. Merci, Tom, c'est gentil. Merci, Cécile. Merci. Il y a Arnaud qui voulait vous souhaiter un grand bravo, Éric Revel. Merci, allez-y, Arnaud. Merci pour mon anniversaire. Ouais. Bravo, continuez comme ça. Merci Arnaud, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Passez un très bon week-end avec nous, je l'espère en tout cas. Et à bientôt. Oui. À bientôt, je vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse, Arnaud. Restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Ah, ça va me rappeler une chanson de Lavilliers. Travailler encore, travailler encore. Ben la chantez pas surtout. Ah, vous voulez que je la chante? Non. Je suis cocu, mais content. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h ce soir pour ce vendredi, dernière ligne droite de la semaine avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va mon Philippe, vous êtes content? En pleine forme. Oh, ben c'est bien. Vraiment, là, de plus en
Voilà, de mieux en mieux. Restez comme ça, bougez pas, il y a un truc pour vous. Tom Conan est avec nous. Bonsoir. Et Eric Revel est avec qui a nous. piqué mes lunettes. Hein. Et il y a un message pour vous, bougez pas, Eric Revel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire. Johnny qui vous souhaite un bon anniversaire. Bah, dis donc, toutes ces stars qui. Franchement, on n'a jamais connu ça. Non, ouais, c'est fou. Il paraît que c'est comme ça à chaque fois pour les vrais voix. Bah si, on fête toujours l'anniversaire. Mais Johnny, il n'est pas toujours là. Non, il n'est pas toujours là. Honoré de manière très particulière. C'est très particulier, oui. Non, mais ça nous fait plaisir. Ça vous va bien ces lunettes, Eric? On dirait une rockstar. Ouais. Ouais. Alors, que. Ouais. D'accord, ok. Non, mais ça vous va très très bien. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. En attendant, le 0826 300 300. Vous laissez des messages. Et on vous rappelle avec Gilles qui est avec nous. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir à toute l'équipe et effectivement vous êtes très en forme. Hein. Ah ouais, en forme, c'est physique ou comment ça se passe? Je ne peux pas juger, je vous parle de mon téléphone. Voilà, il y a du gras autour de l'os. Allez, on vous écoute Gilles. Alors, oui, quand on m'a appelé ce matin de chez vous, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Et puis, pour un coup de gueule, parce qu'il y en aurait tellement. Mais j'ai reçu une information il y a quelques heures qui m'a laissé... j'étais assis, donc tout allait bien, mais qui m'a laissé assez pantois. Voilà. Le gouvernement français a inventé un site internet qui s'appelle My French Hospital. Excusez pour l'accent. Oui. On dirait Philippe Bilger. À vos souhaits. C'est si bon que je n'ai pas compris. Vous avez un accent texan, mais du sud, hein? Oui. Oui, un petit peu. Alors ça s'appelle My French Hospital. And what is it? C'est une plateforme en fait. Et donc ça incite tous les pays étrangers, tous les gens qui vivent à l'étranger aujourd'hui, de venir se faire soigner en France. Ça explique les droits qu'on a dans les hôpitaux français, absolument. En fait, c'est une plateforme qui regroupe tous les établissements de santé publics et privés français pour faciliter l'accès aux soins des patients internationaux. Voilà. Alors, moi, si vous voulez, je veux bien, pourquoi pas. Mais si tout va bien, et je pense pas qu'au niveau de l'hôpital en France aujourd'hui, ce soit le cas. Donc, peut-être on va encore accueillir toute la misère du monde. Encore une fois, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre, à partir du moment où il faut quand même savoir que 6 Français sur 10 aujourd'hui renoncent à consulter, c'est quand même très important. Il faut savoir aussi qu'il y a encore des gens qui meurent pendant les salles d'attente, mais dans les couloirs d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde aux urgences. Il faut savoir que les infirmières, c'est le cas de ma fille, sont vraiment sous-payées par rapport au travail qu'elles font. D'ailleurs, elle a abandonné à cause de ça, en partie à cause de ça, et surtout à cause de la manière dont on donne les soins aux patients. C'est devenu un scandale. Un seul exemple, une personne très âgée, très malade, qui n'en a plus pour très très longtemps. Je parle peut-être un petit peu cru, mais on parle vrai sur Sud Radio. Les médecins disent non, vous le laissez chez lui, de toute façon, on peut plus rien faire et on va pas l'opérer. D'abord, on n'a pas de place, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, moi ça me révolte. Et je voulais savoir ce qu'on en pense. On va poser la question à Philippe. D'abord, qui peut s'inscrire sur cette plateforme? C'est une plateforme où on a tous les renseignements. C'est tout. Pour se faire soigner en France, pour faire ci, ça. Sinon, je comprends bien le point de vue de notre ami, mais moi, toutes les expériences médicales que j'ai eues ont été formidables. Hein. Alors... vous êtes chanceux, ce qui n'est pas le cas en ruralité. Pour tout le monde. Mais après, la question, c'est pour donner des informations claires à des gens qui parlent pas ou qui maîtrisent pas bien la langue française. Quel est le problème? C'est très bien, c'est pour l'accessibilité.
Enfin, en théorie, quand on vit en France, on parle français théoriquement. Oui, d'accord, mais bon, si vous avez, vous venez du Portugal, vous parlez pas très bien le français, vous avez accès au Man French Hospital, vous parlez bien anglais, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les Portugais parlent pas super bien anglais, mais il peut y avoir des exemples où des gens sont plus à l'aise dans une autre langue. Oui. Ça, vous allez en Californie, par exemple, tout est en anglais et en espagnol parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques. Oui. Qu'est-ce qu'il est le problème? Mais après, faut voir s'il y a beaucoup. Parfois, on vous donne des délais dingues pour se faire opérer, donc peut-être qu'on peut pas non plus prendre beaucoup plus de monde pour se faire opérer. Quoi, oui, mais si c'est des gens qui ont droit aux soins, je vois pas le problème. Oui, s'ils ont droit aux soins. Bah oui. Les amis, merci beaucoup en tout cas. Gilles, merci beaucoup de nous avoir appelé aujourd'hui. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Vraiment un gros coup de nostalgie. Et vous allez comprendre pourquoi. Très bien, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. C'est la fin de semaine. On se la fait cool là, douce. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. 18h15, vous m'avez pas demandé l'heure, je vous la donne quand même, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. On est des gens très gentils à Sud Radio avec Philippe David, ça va mon cher Philippe David? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui, et nostalgique. Ouais, et vous êtes fâché ou vous n'êtes pas fâché? Fâché et un peu triste. Ah là là, c'est le moment de nous en parler, allez. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Sallanches dans la Haute-Savoie. Pourquoi Sallanches? Pas pour rappeler aux plus anciens le triomphe de Bernard Hinault dans cette ville lors des championnats du monde de cyclisme sur route en 1980, avec un démarrage de légende dans la côte de Domancy, mais tout au contraire pour la fin d'une magnifique aventure industrielle et sportive. En effet, la dernière usine de ski Made in France, une usine Rossignol Dynastar, qui se trouve à Sallanches, va mettre la clé sous la porte et envoyer 57 salariés en CDI au chômage, une usine qui avait ouvert en 1963. Et cette triste fermeture là met le doigt là où ça fait mal. Qu'il est loin le temps où les skis qu'on achetait ou louait dans les stations étaient quasi systématiquement made in France. Combien de champions français ou pas ont triomphé en descente ou en slalom avec des Rossignols et des Dynastar au pied. Une fermeture qui intervient plus de 30 ans après la fermeture de l'usine de raquettes de tennis Rossignol, située à la côte Saint-André dans l'Isère. Une usine qui fabriquait la raquette avec laquelle le Suédois Mats Wilander remporta 7 grands chelems. Les skis seront désormais fabriqués en Espagne, tandis que les raquettes de tennis viennent toutes d'Asie, l'activité ayant été arrêtée par Rossignol en 2004. Et un morceau de nostalgie me touche en pensant à mes raquettes F250 et FT 580 que j'avais parce qu'elles étaient très agréables à jouer, à un prix raisonnable et made in France, patriotisme économique oblige. Et à mes skis Dynastar fabriqués à Sallanches que je n'ai plus enfourchés depuis quelques années, mais qui sont désormais des pièces de collection. Entre-temps, les tornades des délocalisations et de la désindustrialisation sont passées par là. Ils étaient pourtant sympas, le coq ou le logo tricolore sur la raquette ou les spatules. Une époque malheureusement révolue et on peut le craindre définitivement. Heureusement que la réindustrialisation est une priorité depuis des années. Je comprends cette nostalgie, même si je l'attache à des choses qui me semblent moins matérielles, mais c'est tout à fait évident. Non, mais je suis de votre avis. Ça me rappelle un bouquin de Houellebecq où le personnage principal pleure parce qu'il y a un produit fétiche dont il raffole, qui n'est plus distribué, qui n'est plus commercialisé. Donc je vois, il y a un attachement quasi amoureux à certains produits chez vous. Éric Revel. Oui, alors moi je me souviens bien des skis Dynastar, mais je me souviens. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je vais juste mettre un peu de. Voilà, parce que non, mais ce que vous dites est très juste. Je veux dire, la désindustrialisation, là, je parlais d'une petite boîte dans les Ardennes qui est en train de fermer. Oui. C'est 30 salariés, personne n'en parlera. Ils font de la forge, on leur demande de respecter des normes, ils n'ont pas le fric. La boîte va fermer. Cette boîte qui est reprise par des Chinois. Velcorex. Voilà. Bon, enfin bref. Non, mais je voulais juste vous rappeler que les Dynastar ou les Rossignols, il y a des fermetures. On dit fermeture quand vous mettez votre pied et que ça enclenche directement. Fixation. Des fixations. Ouais. Et moi, j'ai connu un autre type de ski. Peut-être que Philippe Bilger aussi. Alors, pas en bois, mais vous aviez devant, vous aviez un câble, vous mettiez la chaussure. C'était pas des télémarques? Et non, des skis, et vous étiez obligé de pousser un truc pour fermer. Ah ben, j'ai connu. Ah ben voilà. Et je n'aimais pas le ski, mais c'était réciproque. Mais vous savez, parmi ces périodes que regrette, cette semaine, il y avait un très bel hommage à Jean-Loup Dabadi, à la SACEM. Ah oui, j'étais invité avec mon épouse, où j'aimais beaucoup Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup. Et on se dit, mais quelle époque on a. Enfin, moi j'ai connu la fin de cette époque, mais les films de Claude Sauter, Romy Schneider, Yves Montand, Samy Frey, Julien Clerc a chanté Ma préférence. Ouais.
que des textes de Dabadi, lettre à la France, c'est Paul Naref, lettre à France, tout ça, c'est condamné à mort de Julien Clerc, l'assassin assassiné. Non, mais vous voyez cette période incroyable dans laquelle moi j'ai connu cette fin, mais c'était une France heureuse. C'est une France qui n'avait pas de problème. Vous avez trouvez pas que c'est un peu un classique? Non. Mais non, on baignait dans un autre climat. Non, mais voilà, on baignait dans autre chose. Il y avait des mœurs, il y avait un peu plus d'euphorie quand même. Voilà, on était plus certains de notre avenir. Non. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est à l'arrêt. Mais vous avez oublié de quelques éléments notables comme la lambada, la macarena. C'est plus tard ça. Non, peut-être. C'est beaucoup plus tard. Non, mais c'était une boutade. Ah oui, on va dire qu'il y a aussi des périodes heureuses. Non, mais c'est pour dire qu'il y a aussi des. Il y a une beauté aussi dans les choses très légères et un peu stupides. Non, mais il faisait des trucs très légers aussi, Jean-Loup. Mais enfin, moi je trouve que c'était excellent. Vous voyez, on parlait pas de désindustrialisation. Il y avait des calembours plus fins à l'époque. On parlait d'autre chose. Voilà. Si on parlait d'autre chose. Ah oui. Ça faut en plus, Félix Mathieu. Bah oui. Les vraies voix Sud Radio. Et la 562e foire au jambon bat son plein en ce moment à Bayonne. La 562e 562e. Ah oui, là on parlait d'époque qui remonte, là on remonte encore plus loin. Ça c'est un anniversaire. La journée d'ouverture hier a été marquée par le traditionnel concours du jambon fermier, concours 2025 remporté par Amélie Etchepar du Repel. Son jambon de 14,3 kg a été ensuite vendu aux enchères et les prix sont montés très très haut puisqu'il s'est vendu à 2700 € le jambon. Alors, pour en parler de cette foire au jambon de Bayonne, nous sommes en ligne avec Yves Hugald, adjoint à la culture et aux grands événements. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes et tous, bien sûr. Bonsoir, merci bienvenue sur Sud Radio. C'est rare un événement qui remonte au 15e siècle. Bon, c'est pas vous qui l'organisez depuis Vous parlez comme ça de Philippe et Eric Revel. C'est incroyable, un événement si ancien. Bah oui, qui dure. Ah oui, c'est bien avant la fermeture à clapet des skis. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bien de pérenniser comme ça des fêtes, des événements. Ah, pour moi, c'est l'essentiel même de l'identité du Pays Basque et de la Gascogne derrière tout ça. C'est tout sauf du gadget, c'est tout sauf du marketing. Là, on est effectivement sur une des plus vieilles foires médiévales de France, avec l'envie de défendre le savoir-faire d'un jambon qui aujourd'hui s'appelle de Bayonne, mais il sait pourquoi. Alors qu'il y a quelques années, sans indication géographique protégée, on avait quelques raisons de se demander pourquoi quelques jambons venus du centre de la France ou d'ailleurs portaient encore ce nom. Voilà. Et quelle est la caractéristique principale du jambon de Bayonne pour nos auditeurs? C'est très intéressant, Philippe Bigère. Bien sûr. Parmi les éléments constitutifs du label de l'IGP dont je viens de parler, il y a à l'évidence les mois de séchage, il y a des constituants de la préparation du jambon, dont bien sûr le sel de Salis de Béarn. Il y a des éléments, le piment d'Espelette pour recouvrir la section, par exemple, lorsqu'elle est ouverte au vent. Autant d'éléments qui aujourd'hui constituent, si je puis dire, l'identité même de ce jambon dit de Bayonne. Et c'est la raison pour laquelle, même si on s'amuse beaucoup autour de tout ça, on ne galège pas sur ce que ça représente, le savoir-faire de transmission. Vous parlez tout à l'heure de Madame Etchepar du Repel, mais c'est tout sauf une anecdote, ça. C'est une dame qui doit aujourd'hui être la 7e ou 8e héritière directe d'une famille de fermiers en Pays Basque intérieur et qui tient encore à préparer son jambon. Alors là, on n'est pas sur le jambon vendu sur les étals de la foire au jambon, on est sur le jambon que l'on suspend dans sa ferme et qui doit répondre à des critères du jambon de Bayonne. C'est génial. Testé par de vrais professionnels sur la place du Carreau des Halles. Je ferai un grave reproche déontologique à une telle séquence lorsqu'on en parle. La moindre des choses, c'est de goûter. Oui, toute petite question. Allez, toute petite question, monsieur, que j'avais. Est-ce que vous exportez beaucoup et vers quel pays en particulier, lesquels sont les plus friands de votre travail finalement? Alors, je ne vais pas m'arroger les mérites que je n'ai pas, je ne suis pas à la culture. Mais si je parle au nom des Bayonnaises et des Bayonnais, plus généralement d'ailleurs du Pays Basque et de la Gascogne, puisqu'on sait qu'à Bayonne, les deux cultures doivent cohabiter, c'est l'adjoint à la culture qui vous dit que c'est pas facile tous les jours. Je dirais simplement que le marché de l'Europe est encore un marché très important, le premier d'ailleurs. Et puis les États-Unis ensuite. Simplement aussi pour dire que le jambon de Bayonne, à quelques kilomètres de son concurrent, le jambon ibérique, qui n'est pas rien, excusez du peu, est le seul jambon à pouvoir, par exemple, être poêlé. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait partie quand même des éléments qui
qui font que, gastronomiquement parlant, des grands chefs français aujourd'hui le mettent à leur table. Merci beaucoup Yves Hugal, en tout cas, de nous avoir ouvert l'appétit. Merci mille fois, adjoint à la culture et aux grands événements. Et je rappelle cette 562e foire au jambon qui bat son plein à Bayonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont évidemment de retour. Elles sont dans une forme olympique avec Philippe Bilger, Éric Revel qui fête ses 32 printemps aujourd'hui, Tom Conan et la sublime Cécile de Ménibus. Oh, mais c'est bien. Ouais, c'est beau. Mais il y avait dit The Beautiful en anglais. Moi, je le monte d'un cran. On y va ? On y va. Allez, la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé. Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai tout rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Félicitations encore une fois à notre Maxime national. Je préfère Harrison à Rocco. Ah oui. C'est pas la même taille. Mais je sais pas, j'ai pas eu Harrison, mais Rocco non plus. Vous parlez du talent. Bien sûr. Dimension. Philippe Bilger. Alors Michael Connelly. Voilà, en effet, je vais élever le niveau culturel des vraies voix, qui déjà est impressionnant. J'ai envie de... Surtout lorsque je vois Eric se plonger dans autre chose que l'écoute approfondie de mon coup de gueule. Monsieur le procureur, je suis tout de mon admiration. Rapidement, 2 romans policiers. J'ai été un fanatique de Michael Connelly et je trouve que son dernier roman décline un petit peu, donc son inspiration commence à se tarir. Mais en revanche, je vous conseille un livre fabuleux de John Grisham, Les garçons de Biloxi. C'est formidable, je l'ai terminé hier soir. Une saga d'amitié, de mort, de malfaisance, de drogue, une réflexion sur le bien, le mal. Vraiment un très grand livre, ma chère Cécile. Mon cher Philippe, je n'aurais pas dû m'adresser à vous. Je parle à celui qui lit peu. Mon cher Philippe, logique, il sait pas lire alors. C'est extraordinaire. Bien. Les garçons de Biloxi, John Grisham, 600 pages, mais ça se lit incroyable. Et aucune trace de libertinage, mon cher Tom. Donc, ça vous intéressera tout de même. C'est marrant, c'est toujours lui qui parle de ça. Ça montre bien que c'est celui qui y est, quoi. C'est celui qui dit qui est, quoi. J'en ai à force contagieux. En psychanalyse, on parle toujours de ces pulsions refoulées. Voilà. La preuve. Là, je pense qu'on est vraiment dedans. Mais du coup, c'est les auteurs de polar, si je comprends bien, c'est ça. Oui, absolument. Mais vraiment, le Biloxi, John Grisham, c'est parfait. Et Ken Follett, par exemple, c'est un détail, a dit que pour lui, il était de très loin le meilleur auteur de romans policiers actuel. Et John Grisham, c'est une réputation mondiale. Éric Revel, la libération de Boualem-Sansal. Oui, vous avez vu les déclarations du président de la République qui, du haut de sa grandeur, nous explique qu'en gros, Boualem-Sansal va être libéré bientôt. Alors évidemment, tout le monde, je ferai partie, disent tant mieux. Tant mieux, évidemment, plus vite, il sera libéré, mieux ça vaudra. Maintenant, si vous voulez, j'ai quelques questions, peut-être qu'on les posera une fois que l'écrivain franco-algérien sera revenu en France, mais on peut les poser maintenant. Qu'est-ce qu'on a négocié en échange de la libération de Boualem-Sansal? Parce que quand même, il y a eu la méthode forte façon Retailleau, qui visiblement n'a pas bien fonctionné, qui a peut-être fait avancer le dossier. La façon dont Emmanuel Macron, qui s'occupe de politique étrangère maintenant, puisqu'il n'a plus que ça à faire, a récupéré le dossier, et va peut-être, grâce à la diplomatie, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, faire délivrer Boualem-Sansal. Mais qu'est-ce qu'on a négocié en face? Est-ce que c'est davantage de visas? Parce que je vais vous dire, moi, l'impression que ça me donne, étant en dehors de tout ça, mais comme observateur, c'est qu'on s'est allongé devant Monsieur Tebboune, le président algérien. Ensuite, on a fait un pas diplomatique pour essayer de récupérer les choses, mais ce pas diplomatique, on continue de le faire à genoux. Voilà. Donc, on peut avancer à genoux, mais c'est pas la meilleure des positions quand on est un grand pays comme nous. Voilà.
Je vous trouve un peu sévère, Éric, sur le dernier point de votre propos. Vous décrivez très bien l'historique, même si, à mon avis, l'intervention simultanée de Bruno Retailleau et de la diplomatie a fait avancer un petit peu les choses. Le carotte et le bâton. J'ai l'impression qu'on est un peu moins à genoux aujourd'hui. On verra ce qu'on a cédé, monsieur le procureur. Ouais. Non, mais en tout cas, ce qui importe, c'est que malgré tout, la libération de Bohème Sansal, évidemment, qui est quand même détenue pour avoir uniquement émis un certain nombre d'idées qui étaient les siennes, qui sont d'ailleurs pas forcément les miennes, mais c'est pas le sujet du tout. On n'enferme pas les écrivains, en tout cas pour ce seul fait. Ça me semble quand même assez élémentaire. Alors, je ne sais pas si on saura ce qui va être délivré, ce qui a été délivré à un moment donné. Ça sera. Après, on peut refermer. Est-ce qu'ils reprendront nos OQTF? Est-ce qu'on a donné davantage de visas? Je rappelle que quand Darmanin était mis à l'intérieur, on a ouvert 2 consulats supplémentaires pour les visas. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'on a été à Canossa ou est-ce qu'on a redressé un peu la tête? Est-ce qu'on a des relations améliorées? D'égal à égal et pas de colon à... Non mais c'est tout ça. Non mais la question est très pertinente, Éric. Simplement, j'ai l'impression qu'on a joué ensemble la rigueur de Bruno Retailleau et la diplomatie pour libérer Bohème Sansal, qui était l'impératif prioritaire, mais que les OQTF, c'est pas pour demain. Et Tom Conan, le rapport de la commission d'enquête sur la violence dans la culture. Oui, on en a beaucoup parlé. C'est effectivement cette commission d'enquête parlementaire présidée par Sandrine Rousseau. Donc il y a beaucoup de vidéos effectivement de ces auditions qui avaient été diffusées sur Internet. On avait un peu eu la possibilité de suivre ça. Il y a eu quand même 85 auditions et qui ont montré, il y a 350 professionnels, je crois, au total, qui ont été auditionnés. Donc c'est quand même un travail de longue haleine qui s'est poursuivi sur plusieurs mois et qui a montré quand même des choses assez effarantes, des dysfonctionnements systémiques avec donc plusieurs recommandations qui sont faites pour faire cesser ces violences dans le milieu, donc en particulièrement de la mode, du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la publicité. Mais j'ai lu beaucoup de choses. Il y avait notamment un avant-propos de Sandrine Rousseau justement qui a été fait où elle citait beaucoup de phrases, d'éléments effectivement qui avaient été entendus durant cette enquête, qui sont des choses assez glaçantes. Mais le point commun, j'ai l'impression, de ce qui revient quand même beaucoup, c'est le chantage. C'est-à-dire ce qui vraiment apparaît beaucoup. Il y a d'autres cas, d'autres questions qui apparaissent aussi, mais c'est vraiment le point commun, c'est le chantage. C'est un chantage sexuel, très très souvent. C'est-à-dire voilà, tu me fais ça pour avoir tel poste, tu me fais ça pour avoir tel casting, tel rôle, telle opportunité professionnelle, etc. Donc on est vraiment dans un chantage professionnel de type de chantage sexuel. Donc c'est assez terrifiant, avec des rapports de force et de pouvoir extrêmement puissants, qui rappelle quand même largement l'affaire Weinstein. Maintenant, il y a presque 10 ans, 2017 si je me trompe pas, qui avait effectivement mis en avant ces éléments-là. Donc, on peut espérer avec l'ouverture du Festival de Cannes qui arrive, comme vous le savez, que ça puisse faire changer de manière un peu structurelle, évidemment, ce milieu. Et espérons en tout cas que certaines personnes, en tout cas certaines jeunes filles ou jeunes femmes, pour faire du cinéma, n'accepteront pas non plus n'importe quoi. Parce que ça va des deux côtés aussi. C'est important de faire la pédagogie, de dire arrêtez. De sortir de ce système de prédation où évidemment on serait supposément obligé de répondre à des sollicitations totalement inacceptables pour pouvoir accéder à un milieu. C'est ça qui est complètement dingue quand on y pense. Moi, ce qui me choque, je vais vous le dire, c'est que ce soit Sandrine Rousseau qui soit à la tête de ça après ce qu'elle a fait avec Julien Bayou. Pardon de vous le dire, mais ça me choque. Mais vous avez raison. Je suis très choquée, en fait. Je suis très choquée. Après, c'est on lui a vertement reproché, d'ailleurs. Après, c'est deux problématiques. Non, mais oui, la question mérite légitime, tout à fait. Parce qu'on est sur de la violence faite aux femmes, donc on est sur un sujet qui est quand même assez limite, quand même, je trouve. Après, c'est vrai que le sujet quand même dépasse largement la personne de Sandrine Rousseau, c'est quand même incontestable. Et je pense que vraiment, il y a donc 350 professionnels avec qui donc la commission a pu échanger, et donc c'est quelque chose qui va quand même bien au-delà de la personne de Sandrine Rousseau, avec des conclusions qui sont très intéressantes. On en a parlé. Non mais voilà, donc je trouve que c'était quand même intéressant
rappeler. Ça me choque quand même, quoi que vous en disiez. Merci beaucoup en tout cas. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix sur le rebond inattendu pour l'Église catholique. Les baptêmes de jeunes adultes bondissent de 45%, soit 10 000 célébrés à Pâques, surtout chez les 18-25 ans. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par cette hausse des baptêmes? Et à cette question, hausse du nombre de baptisés adultes, sommes-nous dans une vague identitaire? Vous dites tout à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va en parler avec Daniel Duigou qui est avec nous, un prêtre au diocèse de Paris et ancien journaliste télévision. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec ce tour de table magnifique. Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de MeToo Much. Vous pouvez ce week-end vous l'acheter, ça se lit très très vite. Et hop, Eric Revel est avec nous et Tom Conan. Tout de suite le tour de table de l'actu. Non, pas du tout. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Chers amis, à Pâques, nous allons baptiser en France plus de 10 300 adultes. Nous avons une explosion du catéchuménat, notamment adolescent. Pendant longtemps, on pensait que le baptême, c'était réservé aux bébés. Aujourd'hui, clairement, on peut le dire, dans toutes les églises où on rentre, on est baptisé à tout âge. Alors, on voit une tendance qu'on avait déjà observée l'an dernier. Et pour les adolescents, nous atteignons d'un chiffre de 7400 pour 9/10 des diocèses. Et pour les chiffres que nous avons pour en 2024 et 2025, c'est une hausse de 33% en moyenne sur les diocèses. Je pense que c'est une nouvelle génération qui arrive, qui a de grandes questions sur sa vie, sur comment trouver des repères pour construire sa vie dans un monde qui est pas toujours très simple à appréhender. Je vais faire la vie Maria de Lille. Et c'est une bonne surprise pour l'Église catholique en France. Après des années de déclin, le nombre de baptêmes de jeunes adultes explose, plus 45% par rapport à l'année dernière. 10 000 baptêmes à Pâques, notamment chez les 18-25 ans. Et alors parlons vrai, est-ce que cela marque un retour aux traditions? Et à cette question, hausse du nombre de baptisés adultes, sommes-nous dans une vague identitaire? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, où ça réagit déjà beaucoup. Et Daniel Duigou est avec nous, prêtre au diocèse de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, surprise quand même. C'est surprise et en même temps c'est une formidable nouvelle pour moi. Et comprenez bien que je n'ai évidemment aucun mépris pour les agnostiques ou les athées. Mais je trouve que cette extraordinaire nouvelle et ce chiffre impressionnant montre deux choses. Et j'espère ne choquer personne avec ma seconde raison. La première, c'est que je ne vois pas de mouvement identitaire là-dedans. Je vois au contraire une aspiration à la transcendance, c'est-à-dire que tout à coup des êtres, dans un monde qui peut apparaître vide, erratique, chaotique, découvrent qu'une forme de transcendance est nécessaire, qui vous dépasse vous-même et vous reliez peut-être à d'autres croyances. Second argument, et c'est là, je ne veux choquer personne, j'ai l'impression que la domination de manière honorable, entendons-nous, d'une religion musulmane dans certains esprits a bizarrement créé une influence positive sur le reste de citoyens qui ont compris qu'il y avait peut-être une manière tout à fait honnête de s'opposer à une religion dont on ne raffole pas, c'est de s'approcher de la sienne. Et alors c'est peut-être discutable, voilà comment je vois les choses très rapidement. Eric Revel et Tom Conan, et on part et Daniel Duigou, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Je partage le deuxième argument, en fait, même s'il peut sembler, certains vous traiteraient d'islamophobe, forcément. Bon. Mais moi, je crois à autre chose. Alors, certes, un retour vers les racines judéo-chrétiennes, pour ce que vous avez expliqué, Philippe Bilger, mais je crois aussi à autre chose, c'est qu'au moment où l'IA, l'intelligence artificielle, explose, au moment où on parle de transhumanisme, vous voyez, c'est-à-dire la modification de l'homme, etc., d'une certaine manière, il y a peut-être ce mouvement, alors qui n'est pas conscient, mais en fait, on ne sait pas où va l'homme. On sait où il est en ce moment et on a envie de partager. Et je rajoute, j'ai vu un film sur l'IA qui m'a bouleversé. C'est une personne âgée
qui est conduite par un robot. Vous voyez, on n'est plus dans un EHPAD, on est conduit par un robot. Alors, tout ça peut paraître absolument incroyable. Vous voyez, il n'y a plus ce lien humain. Et j'ai eu cette petite phrase, j'avais la nostalgie de ce temps que je ne connaîtrais pas. En fait, on est dépassé par ce qui nous arrive et on a besoin de se raccrocher à des choses que nos ancêtres, nos grands-parents ont connues, et la religion en fait partie. Tom, oui, je suis d'accord avec ce que dit Eric Revel. Je pense que oui, la dimension technophile de notre société nous rend un peu technophobe parfois. Après, est-ce que le retour à la religion, c'est forcément la solution? Moi, ça serait pas la mienne, mais évidemment, ça peut être une possibilité. C'est peut-être la possibilité la plus facile, je dirais, celle qui est la plus accessible parce qu'elle est au bout de la rue. Il y a des églises partout en France. Voilà. Après, je sais que c'est pas du tout le même sujet. Et je veux absolument pas mélanger les thématiques, et j'ai un grand respect pour les gens qui ont la foi, quelle que soit la religion, mais j'aimerais quand même entendre aussi monsieur quand même sur dans le même temps son sentiment sur les affaires qui existent dans les églises, dans les lycées catholiques, les établissements catholiques, qui ont quand même un certain rapport avec la religion également. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette mise en parallèle, on pourrait dire. Là, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet, mais c'est un peu quand même, quoi. C'est un petit rapport quand même. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Daniel Duigou, vous êtes prêtre au diocèse de Paris, ancien journaliste télé. Est-ce que vous le constatez, vous, ce retour de la religion, notamment chez c'est des gens qui changent de religion, qui n'ont pas été baptisés par leurs parents, qui viennent se faire baptiser? Oui, qui n'ont pas été, en général, baptisés par leurs parents. Je suis actuellement aumônier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et on voit des jeunes qui viennent pour être à la disposition de l'aumônerie afin de distribuer la communion après la messe aux malades. Et je crois que c'est un mouvement tout à fait logique, comme on l'a dit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et c'est pas du tout étonnant. Moi, je suis pas du tout étonné. Il y a un besoin d'identité, notamment parce qu'on est jeune et on est en train de construire son histoire. Or, dans un monde qui est en plein bouleversement et qui est plein d'inconnus, et notamment quel est l'avenir de l'homme avec un H majuscule, compte tenu de l'IA, compte tenu d'un certain nombre de choses. Est-ce que l'homme, toujours pareil avec un H majuscule, est-ce qu'il n'est pas menacé? Donc il y a une demande de sens. Les repères de demain ne seront pas les repères d'hier, mais il peut y avoir une inquiétude par rapport à l'ambiguïté de ce retour du sacré ou du spirituel. Oui. Dans le christianisme, il n'y a pas de certitude. Le christianisme, c'est se mettre en marche pour réfléchir, s'interroger et construire le sens de demain, pas revenir en arrière. Oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est s'interroger sur le sens aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des sociétés, pour se demander où va-t-on et comment peut-on construire une société qui a du sens. Allez, ça fait beaucoup réagir, Cécile. 0826 300 300. Sandra est avec nous. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sandra, merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Vous êtes revenue vers la foi. Oui. Alors, il y a maintenant 5 ans, j'ai 50 ans. J'ai fait ma confirmation. À un moment où ma fille a préparé sa confirmation, elle, dans un cycle plus classique, à l'âge où on le propose habituellement. Et depuis, en fait, j'avais, vous savez, vagabondé vers une espèce de spiritualité du bien-être, où on a des énergéticiens qui vous prennent 60 € pour essayer de vous redonner un petit peu de baume au cœur. Et en fait, c'est la foi qui répond à tout ça, et tout à fait gratuitement. Avec un partage. Moi, j'ai repris depuis quelques mois, je fais partie d'un nouveau chemin d'évangélisation. C'est de la catéchèse, entre autres pour adultes. C'est aussi se retrouver, partager dans notre quotidien et comment la Bible peut répondre à certaines de nos interrogations. Et surtout, ne plus être dans le avoir, mais dans l'être. C'est-à-dire que le matérialisme, je pense qu'on voit tous qu'on est arrivé un petit peu au bout. Alors forcément, on est des êtres incarnés, on a besoin de manger, de se loger, travailler, et tout ça c'est cohérent par rapport à la religion.
mais pas que ça. Allez, restez avec nous, Sandra. Arnaud est avec nous, il voulait nous faire un petit coucou. Arnaud, votre... Oui. Bah, je pense que c'est une réaction au matérialisme ambiant depuis 30 ans. Moi, j'étais chef de chapitre dans des pèlerinages il y a 30 ans de ça, et on a semé des graines qui maintenant commencent à fleurir, quoi, à pousser. Voilà. Merci. Le mot de la fin, Daniel Duigou, en 30 secondes. Vous pensez que ça va durer, ce renouveau des baptêmes et cette augmentation ? Ah oui, je pense que c'est un retour à la spiritualité, à la question du sens. Et les religions, et le christianisme en particulier, offrent un cadre où l'on peut réfléchir, et notamment pour ce qui concerne le christianisme, c'est le dernier mot, c'est réfléchir sur le sens de l'amour aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel Duigou d'avoir été avec nous, prêtre au diocèse de Paris. Effectivement, peut-être la fin d'une vie individualiste et plutôt grégaire, le retour du grégaire peut-être. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Tom Connard. C'est une émission passionnante malgré l'anniversaire d'Éric Revel. En dépit. Merci Éric Revel. Victoire au qui l'a dit. Et qui l'a dit. Bravo Éric Revel. Et encore très bon anniversaire. Allez, merci, c'est très gentil. dans un instant, le rugby. Salut Alexandre Priam. Alexandre Priam. Salut les vrais voix. Bah oui, c'est une religion le rugby, monsieur. Oui. Et puis là, il y a du très lourd ce week-end. C'est une religion où il faut croire dans ce sport et en l'arbitrage. Et ça, c'est pas évident pour Philippe David. C'est pas gagné. On va parler de Pro D2, évidemment, mais aussi de Champions Cup ce week-end, parce que c'est les quarts de finale de Champions Cup. Et dimanche, on a un match exceptionnel sur Sud Radio avec Daniel Herrero. Toulon-Toulouse. On va en parler tout le week-end. Le rugby commence dans un instant sur Sud Radio. Allez, excellente. Bon match à tous. Bon week-end. On vous souhaite. Et merci à notre équipe formidable. On se retrouve lundi à partir de 17h. Bon week-end. Salut. Bravo. Bien dans mon